Il est donc l'heure pour nous de commencer avec notre première interview de la journée. J'appelle donc à me rejoindre Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF. Bonjour. Je vous laisse vous installer ici. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Bien sûr, on a envie de vous poser la question qui concerne tous les créateurs d'entreprises et tous les entrepreneurs. Il y a eu cet effet d'accélération avec le Covid. Certains ont pu suivre la vague en se digitalisant, en vendant, et puis d'autres, on s'est aperçu qu'ils étaient réellement en retard. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux de la digitalisation des entreprises? Est-ce qu'on peut dire que le match est gagné par les entreprises françaises, ou est-ce que vraiment le retard est encore présent? Bonjour à tous et à toutes. Merci à Lidat et François Barraud de m'avoir invité. Vous l'avez un peu dit en creux dans votre question, cette Covid a été un accélérateur de tendance. Et là où les organismes étaient déjà en crise, étaient déjà affaiblis, elle a montré des faiblesses. Et là où les gens étaient au contraire préparés dans le mouvement, elle a été un accélérateur. On l'a tous vu presque dans nos vies personnelles, quand il s'agit de faire des apéros Zoom ou WhatsApp le soir. Il y avait une fracture générationnelle d'abord, et quelquefois des fractures peut-être plus surprenantes. Là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on avait une économie française qui était plutôt en train de reprendre le dessus, parce que depuis quelques années, on va dire les 2 dernières années du quinquennat précédent et le début de ce quinquennat, un certain nombre de mesures de compétitivité avaient été prises, et que donc on n'était pas dans une croissance potentielle énorme, mais on était dans une croissance qui était assez significative, en tout cas supérieure à celle de l'Allemagne. Malheureusement, on a été frappé de plein fouet, parce qu'on a été plus frappé sur le plan pandémique que d'autres pays, parce que notre économie quand même repose plus sur des activités dites présentielles, qui elles-mêmes forcément ont été plus frappées, et que notre industrie, alors tourisme, commerce, services, et que notre industrie, elle, avait un fer de lance qui était l'aéronautique, qui malheureusement subit aussi de plein fouet. Donc on a une conjonction de choses qui fait que la France a quand même sort de cette année 2020 en difficulté. Vous connaissez les chiffres, hein, Jean-Hervé Lorenzi en parlera avec le talent qu'on lui connaît beaucoup mieux que moi. Moins 10, moins 11 pour la France, moins 5, 6 pour l'Allemagne et pour l'Europe du Nord en général. Sur la question spécifique de la digitalisation de l'économie, nous on fait un baromètre avec le BCG tous les 2 ans sur l'état de maturité digitale de l'économie française. On était milieu de la classe, avec là aussi un grand écart entre des grandes entreprises qui ont fait leur évolution digitale, un écosystème de start-up qui est plutôt bon, voire très bon, en tout cas dans les levées de fonds et dans le côté actif de l'écosystème, mais des entreprises traditionnelles un peu en retard. On l'a vu avec l'état des commerces qui ont eu beaucoup de mal à subir, enfin à contrer cette vague en se digitalisant peut-être trop lentement. Alors, la compétitivité, vous en avez parlé. Ce retard, on est obligé de le constater. Est-ce que le fossé peut être rattrapé? Est-ce que la volonté politique est suffisante? On regarde un peu les mesures qui sont là pour combler alors, à la fois le retard et puis éponger les pertes du Covid. Il y a les impôts de production, évidemment, mais est-ce que la volonté politique est là? Et est-ce que les choix des secteurs qui sont faits actuellement sont pertinents? Est-ce que tout ça est bien mené? Je vais être un peu taquin. C'est une question assez française de commencer, quand on a un problème en entreprise, par demander la volonté politique. Moi, j'ai envie de vous dire la volonté des entrepreneurs. Est-ce qu'on a des entrepreneurs prêts à se battre, prêts à se relever les manches? Et sans être... moi, je ne suis pas défaitiste. Le pire n'est jamais certain en économie, surtout en technologie. On sait bien que les technologies rebattent les cartes et que donc on a l'impression à l'échelle mondiale que l'Europe est en retard par rapport à l'Asie et les États-Unis. On a l'impression que la France est peut-être en retard. Mais comme la technologie rebat les cartes, le pire n'est jamais certain. Alors pour répondre à votre question sur le plan de relance, le plan de relance, je pense qu'il est philosophiquement bien construit. C'est-à-dire que ce n'est pas un plan, au fond,
entre guillemets, de soutien. Il y a des activités de soutien, mais c'est pas un plan qui essaie de manière coûte que coûte des activités qui sont destinées à muter, mais au contraire qui mise sur l'innovation et sur la réindustrialisation de la France. Le volet numérique de ce plan, qui a été boosté suite à notre demande, reste à mon avis insuffisant. Il est très axé investissement dans le hard et pas assez digitalisation au sens logiciel du terme. Et donc, une PME de base dans une activité traditionnelle qui veut tout simplement mettre à jour son site internet, changer de version Magento, des investissements qui ne sont pas énormes mais qui réclament quand même, ne trouve pas dans le plan de relance le guichet qui va bien. De la même façon, j'ai trouvé qu'annoncer 500 € par commerce pour un commerce indépendant, bon, je ne sais pas comment le dire sans être trop critique, mais c'est pas tout à fait adapté. On a les moyens de le faire en France, hein. On parle évidemment beaucoup d'Amazon, mais il y a aussi les acteurs français, Solocal, d'autres qui peuvent offrir des solutions. Je pense qu'on peut compléter ce plan de relance par un volet plus digital, notamment à destination de l'économie présentielle. Hein, que ce que j'appelle l'économie présentielle, ça va des hôtels au commerce, mais en passant aussi par les services à domicile. Tous ces gens-là, c'est une économie qui représente énormément d'emplois et qui a besoin de se digitaliser au même titre que l'industrie. Alors justement, on va s'adresser aux salariés du digital, du numérique et puis au-delà qui nous regardent en direct. Est-ce que cette digitalisation au sein des entreprises, elle est comprise? Je vous prends un mot, si ce sont les entreprises plus que la volonté politique qui doivent faire quelque chose, est-ce que les dirigeants font suffisamment pour former, pour faire comprendre cette digitalisation? Est-ce qu'elle est bien maîtrisée par les salariés français? On ne fait jamais assez, hein, de toute façon, d'une certaine manière. Une manière de répondre à votre question, c'est de dire un mot sur le télétravail, qui s'est brusquement imposé comme une norme obligatoire au mois de mars et de nouveau au mois de novembre. Alors, j'ai lu ça et là que les entreprises rechignaient à mettre en place le télétravail. Je pense que c'est un peu plus subtil que ça. Il y a une grande entreprise que je ne citerai pas qui s'est trouvée obligée de désactiver les badges magnétiques de certains salariés qui étaient en télétravail et qui voulaient revenir en présentiel. Tout ça pour dire que le Covid a provoqué une prise de conscience de la puissance du télétravail, des systèmes collaboratifs, des choses qui existaient depuis plusieurs années, mais qu'on n'utilisait pas, en tout cas pas massivement. Mais il a aussi provoqué presque l'inverse, une sorte de gueule de bois du télétravail, côté salarié comme côté dirigeant, parce qu'il y a des enjeux de productivité, parce que notamment, dès qu'on est dans un process de créativité, la présence collective joue un rôle, et puis parce que tout le monde n'exerce pas le télétravail dans les mêmes conditions, et que quand on est dans un petit appartement avec des conditions d'accès et de connexion qui sont moyennes, c'est pas la même chose que d'être bien installé dans une grande maison et pouvoir travailler avec un grand écran. C'est pour ça, sans faire de la pub, mais je vais en faire un tout petit peu, qu'on a signé cet accord télétravail avec les partenaires sociaux. Je fais un peu de pub parce que les partenaires sociaux, ça a la réputation d'arriver plusieurs années après la bataille, de ne pas avoir négocié dans l'urgence, d'être un peu ringard, quoi, en fait. Hein. Là, en 3 semaines, avec 4 syndicats sur 5, on a signé un document de 20 pages qui est, sans vouloir en faire trop la publicité, vraiment, comment dire, à l'heure, à la pointe de ce qui peut être fait, et qui est un modèle à suivre pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et ça montre finalement une prise de conscience des deux côtés, côté salarié comme côté entreprise, que le monde a changé de ce point de vue-là. Un secteur en particulier qui a été touché, c'est évidemment le commerce de proximité. Il y a sans doute des e-commerçants qui nous suivent. Est-ce que c'est raisonnable de pouvoir espérer un e-commerce français face à l'hégémonie des acteurs américains, évidemment, ou chinois, que je ne citerai pas? Mais voilà, est-ce que cette hégémonie-là, est-ce qu'on peut la retourner? Alors, il y a d'abord presque une question préliminaire, c'est est-ce que le commerce physique est mort? En venant ici depuis la porte de Champéret, j'ai dû compter une vingtaine de pas de porte à louer. Et donc, on est dans un phénomène, pardon d'être un peu pédant, schumpeterien, mais schumpeterien accéléré par la Covid.
Et ça pose d'abord un problème de société, parce que dire que c'est un phénomène schumpeterien, c'est bien, mais quand vous allez au MEDEF de, je sais pas moi, du Tarn-et-Garonne, expliquer aux adhérents que c'est Schumpeter qui les a tués, si on ne veut pas finir avec du gourdin et des plumes, il faut trouver des solutions. Moi, je ne crois pas que le commerce physique soit mort, mais il est évident qu'il y a une nécessité de réinventer l'expérience massive, et qui est toujours compliqué, parce que tous les changements sont possibles, mais quand on a peu de temps pour les faire et une pression énorme, c'est compliqué. Après, il y a le sujet de la domination, vous n'avez pas prononcé le mot, mais d'Amazon, et plus globalement des GAFA, de ce que tout le monde sent confusément, c'est-à-dire une forme de domination de type monopolistique. Alors d'abord, il faut dire qu'Amazon en France, ça n'est que 20% de l'e-commerce. Il n'y a pas de position, c'est beaucoup, mais ce n'est pas une position, alors que Google fait 90% de la recherche sur Internet. Après, moi je crois, au risque de choquer quelques-uns devant leurs écrans ou dans la salle, que on ne réglera ces problèmes que par de la régulation. Le capitalisme, c'est la concurrence, c'est la juste concurrence, et les principes de la concurrence, c'est la capacité d'accès au marché d'un nouvel entrant. Or, les technologies Internet, on le sait bien, font que c'est le winner take all, donc les données nourrissent la performance des systèmes qui font que le plus gros devient de plus en plus gros. Thierry Breton, vous l'avez vu depuis qu'il a été nommé commissaire européen, est tout à fait sur ce lieu-là. Les Américains, on l'oublie, mais à la fin des années 50, cassent le monopole de AT&T, donc de l'opérateur télécom, en 7 morceaux, les fameux Babybel, qui pas un fromage, mais qui étaient des opérateurs télécoms régionaux, parce qu'ils ont jugé que l'industrie télécom ne pouvait pas jouir d'un monopole. Donc je pense que la question se pose dans un certain nombre de secteurs, que l'Europe régule l'ensemble des acteurs. À quel moment, comment, avec quel consensus, c'est compliqué, on voit sur la taxe GAFA, mais c'est la seule solution pour moi pour régler ce problème-là. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il ne faut pas aussi un environnement fiscal compétitif? Bien sûr. Bien sûr. Nous, moi, quand j'ai pris les rênes du MEDEF, j'ai fait une sorte de révolution copernicienne en me prononçant pour la taxe GAFA. Alors, comme vous imaginez, ça n'arrive pas très souvent qu'au MEDEF, on soit favorable à une taxe. Et même, dit Audiard, ce n'est pas la majorité de l'espèce. Mais, encore une fois, c'est une question de juste concurrence. La concurrence, c'est que le meilleur gagne, mais avec les mêmes atouts et les mêmes handicaps. Et quand il y a une asymétrie fiscale, ou une asymétrie réglementaire, d'ailleurs c'est le même sujet, il y a un problème. Et là, effectivement, l'économie numérique crée des asymétries fiscales de par sa nature. Au fond, toute la fiscalité post-45 a été conçue pour l'économie industrielle. Et donc, notamment ce qu'on appelle les prix de transfert entre les pays, Jean-Élie Verlenzi connaît ça bien, c'est je fabrique dans un pays, je vends à la filiale dans un autre pays, et donc j'ai un prix de revient, je calcule une juste marge et je paye l'impôt dans le pays où je fabrique. Mais avec les biens immatériels, avec le numérique, ça n'est pas possible. Il n'y a pas de lieu de fabrication en quelque sorte, surtout quand c'est le client qui produit lui-même par ses données le produit fini, donc la publicité. Donc il faut repenser sa fiscalité, et on voit bien qu'il y a des enjeux de souveraineté, puisque tous les pays n'ont pas intérêt, dans ce partage de la valeur, n'ont pas les mêmes intérêts. La fiscalité, effectivement, on est assez champion en France. Il y a aussi une autre tendance, c'est la peur. Vous avez 30 secondes, Geoffroy Roux de Bézieux, pour nous dire que l'intelligence artificielle est une bonne chose pour l'entreprise, l'IA. Est-ce que c'est forcément de la destruction d'emplois? Je vais être plus large. Je pense que la technologie est une source de progrès. Je crois que soit François, soit Franck Moulin l'a dit. Simplement, nos concitoyens sont en Europe ceux qui ont le plus peur de la science. On le voit avec le vaccin. Du progrès, on le voit avec la 5G. Et je pense qu'un des challenges qu'on a collectivement, les entrepreneurs de progrès, c'est de se confronter à cette peur, celle de nos concitoyens, celle de certains élus. Si je gratte 15 secondes et j'arrête là, nous on a fait une université, la REF numérique, il y a quelques semaines autour de ce thème, et on a invité Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui, comme vous le savez, est un de ceux qui ont demandé un moratoire ou une interdiction de la 5G. On ne peut pas ignorer ce débat-là. Il faut le poser et il faut expliquer que oui,
la technologie pose des problèmes éthiques qu'il faut traiter. Oui, elle pose des problèmes environnementaux qu'il faut traiter. Mais revenir à l'âge de pierre ou ne pas aller dans ce progrès, c'est en fait reculer puisque tous les autres avancent. Ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup, Geoffroy Roux de Bézieux. On enchaîne directement, donc on va faire justement cet état des lieux sur l'économie avec Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. Je suis allée récupérer un micro. Alors justement, Monsieur Lorenzi, cet état des lieux économiques, le Covid, est-ce que nous allons pouvoir en sortir avec une dynamique digitale ou est-ce que justement l'avenir numérique est compromis? D'abord, permettez-moi de dire à François et à Jacques bravo. Je sais à quel point c'est difficile, puisqu'on avait fait la même opération pour le Cercle des économistes, mi-présentiel, mi-virtuel, il y a de ça quelques mois. J'avais le bonheur d'organiser un petit débat entre Laurent Berger et Geoffroy. C'est pas facile et c'est formidable. Alors, il se trouve que je suis un amoureux de l'IDAD, donc je suis pas totalement biaisé par rapport à ça, mais la réalité, c'est que c'est top. Un grand merci. Alors maintenant, au fond, vous m'interrogez sur la conjoncture. C'est pas surprenant. Il y a, au fond, les chiffres et puis ce qu'on peut réellement dire. Tous les organismes, hier, le CDE s'est exprimé avec beaucoup de talent. Hein, c'est Laurence Boone, qui est d'ailleurs membre du Cercle des économistes, qui l'a fait. Tout le monde est dans son rôle. Donc, elle a sorti les chiffres mondiaux, européens et français pour 2020. Alors ça, c'est là où les économistes sont les meilleurs. C'est donner des prévisions pour le passé. Elle a donné des chiffres pour 2021-2022, on va y venir. Il est clair que tout ça est quand même très, j'allais dire, très, pas difficile, mais très lié à la conjoncture sanitaire, enfin toute une série de problèmes sur lesquels on va revenir. Juste peut-être un mot sur l'année qui vient de s'écouler. Ça, on sait à peu près ce qui va se passer en France et en Europe. On sait que l'Europe est vraiment le continent ou l'ensemble économique qui est le plus frappé. Et on sait que la France va faire de l'ordre de -9, -10, peu importe. On verra bien ce que ça donnera à la fin. Ce qui est très frappant pour la France, ça c'est un point qui rejoint un des aspects qu'a évoqué tout à l'heure Geoffroy, c'est la capacité de résilience de notre pays. Notre pays, c'est un pays qui est très compliqué, qui est toujours, tout est difficile, tout est compliqué, tout est discuté, moyennant quoi le troisième trimestre a été un formidable rebond, et le rebond le plus significatif en Europe, des pays de la zone euro. Donc, il y a quelque chose de formidable. Alors, en gros, si je prends l'économie mondiale, l'OCDE dit qu'on va faire -4,2. Il y a les chiffres chinois, vous savez, qui sont toujours un tout petit peu, non pas suspects, mais enfin, il faut les regarder de près. Le -4,2 correspond quand même à une croissance de l'économie chinoise d'un peu plus de 1,5, donc c'est très significatif. Et puis, au miracle, l'année suivante, au niveau mondial, est une année qui rééquilibre le tout, puisqu'on fait plus 4,2, -4,2, plus 4,2. Vous pouvez pas faire... C'est comme un problème de maths, là, on tombe parfaitement. Est-ce que ça indique la tendance? Évidemment qu'il va y avoir un rebond, évidemment que les vaccins sont une source de manière de rassurer le monde entier, évidemment que leur déploiement va relancer l'économie mondiale. Est-ce que ça fera plus 4,2? J'en sais pas plus que le sait d'ailleurs l'OCDE. Je pense que avoir des prévisions en plus de 6 mois précises, des prévisions précises, est quand même extrêmement difficile. Mais disons que c'est l'orientation. Et puis alors curieusement, et je vais revenir dans un instant, et je vais revenir sur l'économie digitale, la croissance, toujours par l'OCDE,
c'est moins dans les chiffres que dans la perception, il y a un ralentissement de la croissance. C'est-à-dire que l'OCDE, qui est toujours très prudent, dit la croissance en 2022 sera de 3,7. Je reviendrai sur la France après. Ce qui signifie simplement qu'il y a des mécanismes très profonds qui agissaient avant la crise du Covid, qui était le fait que le vieillissement joue beaucoup sur l'économie mondiale. Toujours ne jamais oublier que les chocs démographiques sont, dans l'histoire humaine, vraisemblablement le point le plus important. Et il y a un vieillissement, y compris il y aura un vieillissement pour la Chine, qui ne tiendra pas ses 5% jusqu'à la fin des temps. C'est un point qui est important. Est-ce que l'Inde prendra le relais, qui, elle, n'a pas ce même phénomène? On verra bien. En tout cas, ils ont quelques difficultés, je veux dire, de nature plus sociale et sociologique. Et puis l'Europe, comme on peut l'imaginer, est assez plongée dans un vieillissement qui est quand même très significatif et qui jouera dans les années qui viennent. Ce qui est très frappant, c'est que l'OCDE l'a signé de manière très forte, non pas par la différence de 4,2 et 3,7, c'est pas grand-chose, et c'est vraisemblablement faux et l'un et l'autre, mais c'est l'idée qu'à un moment donné, la trajectoire de l'économie mondiale, post-Covid, va retrouver ce léger ralentissement que l'économie mondiale avait connu auparavant, tout simplement parce que ça joue. Alors la France, dans cette affaire-là, elle fait un -10, comme on l'a dit. Elle a eu ce rebond très significatif et très intéressant au troisième trimestre, qui tend à prouver qu'on est, comme toujours, un pays qui est meilleur au bord du gouffre. Quand on est vraiment dans la difficulté, on est très résilient. Avant, on est quand même très compliqué, tout est toujours très difficile. Il y a ce plan de... Alors, le gouvernement, pour dire les choses comme elles sont, a été quand même très habile dans la manière dont il a traité la première partie, c'est-à-dire soutenir, maintenir. Il l'a fait avec l'ampleur. Je dois dire que connaissant bien notre ministre de l'économie, je dois dire que c'est presque un chemin de Damas, parce que passer de la hausse de la CSG souhaitée au moment, quelques mois auparavant, à une relance massive budgétaire, c'est très important. Et deuxième aspect, j'allais dire que le plan de relance, comme l'a dit Geoffroy, il est en réalité bien calibré. Il a, de mon point de vue, et j'arrive à l'année 2021, qui est prévue à +5, +6, enfin tout ça, c'est en réalité des prévisions donc discutables, mais disons un début de retour vers la période pré-Covid. Il y a quand même des difficultés auxquelles je crois qu'il faut que nous soyons très attentifs. La première, il y en a trois. La première, et je dis ça à Geoffroy, parce qu'il se trouve que j'ai la chance de participer à un petit groupe de travail qui réunit 3 économistes qui sont en réalité qui sont pour 2 d'entre eux ceux qui ont parlé du stop and go, c'est en l'occurrence Patrick Artus et Philippe Aguillon. Et puis de l'autre côté, il y a Delfrécy et Fontanet. Donc on discute de l'équilibre, qui est un équilibre très compliqué. Et c'est vrai que le stop and go, c'est-à-dire l'idée que on redémarre, puis on reconfine, puis on redémarre, faire très très attention à ça. Et donc l'idée que, j'allais dire, on a la première remarque qu'il faut avoir, c'est il faut que ce déconfinement se fasse dans des conditions, j'allais dire, très soigneuses. C'est évidemment le souci du gouvernement. Je n'imagine pas un instant qu'il n'ait pas ça en tête. Mais les discussions qu'on peut avoir avec les épidémiologues montrent à quel point, dès le mois d'août, il y avait la perception que le R, comme on sait, le fameux R de transmission était supérieur à 1. Donc, Delfrécy a dit qu'il faut faire ce confinement rapidement, dès septembre, et la main a un peu tremblé. Puis on est arrivé au confinement. Donc, faire très très attention au fait que dans 15 jours, on ne se retrouve pas dans une situation qui nous conduirait 2 mois après à de nouveau prendre de nouvelles mesures, peut-être pas confinement, mais de nouvelles mesures. Et je suis convaincu que les pouvoirs publics ont ça en tête. Ils sont évidemment soucieux de bien faire. Cela dit, tout le monde peut se tromper et je crois beaucoup à l'idée qu'on suive les recommandations de l'équipe des scientifiques dans ce domaine-là. Deuxième aspect,
qui me... Il nous reste une petite minute. Oui, oui. Bah oui, mais comme ça, j'aurais fait le tour. Mais vous m'aviez dit jusqu'à midi, donc j'étais prêt. Puis on gagne tout le temps des applaudissements, donc vous voyez, ça permet quand même. Deuxième aspect, je suis soucieux du fait que cette année 2021 ne fasse pas réapparaître des tensions sociales comme on a connu dans notre pays. Et il y a 2 points qui me touchent tout particulièrement, qui sont, me semble-t-il, des trous dans la raquette de la perception gouvernementale et de l'action gouvernementale. C'est la jeunesse. Je trouve que le sujet n'est pas bien traité aujourd'hui. On fait d'ailleurs, nous, le Cercle des économistes, un truc le 10 décembre sur ce sujet-là. C'est quand même pas top. Donc, je sais pas. Alors, c'est très difficile. Hein. Loin de moi l'idée de dire que tout ça est facile, mais il y a quand même un souci. N'oubliez jamais que le sujet majeur de notre pays, c'est la sous-qualification j'allais dire, de la population active française. On est, d'une manière générale, moyennement qualifié. On a les grandes écoles, ça c'est très bien. Puis en dessous, c'est quand même beaucoup moins bien. Donc il faut faire très attention à ça. Et puis des phénomènes de pauvreté qui s'expriment de manière diverse. Mais je trouve que là également, le gouvernement devrait pousser toutes les ONG, tout ça. Enfin, il faut éviter par tous les moyens des tensions sociales, comme on a commencé à en revoir avec la maladresse politique des derniers jours. Par pitié, les gilets jaunes, tout ça, c'est vraiment pas le moment. Donc, si c'est le cas, on redémarre. Et, dernier point, sur l'aspect européen, c'est un point que nous avons, nous, le Cercle des économistes, et alors, avec beaucoup d'énergie, tout particulièrement Philippe Aghion, développé. On a un très bon commissaire qui est breton. Il a l'avantage d'être non seulement français, mais il est surtout très compétent sur les sujets technologiques. Je lui ai longuement parlé il y a quelques jours. Il a tout, il a lancé la DSA, il a des trucs. On est sur la protection vis-à-vis j'allais dire, sur les données. C'est pas suffisant. Geoffroy l'a dit, la technologie, c'est un avantage, c'est qu'on rebat les cartes. Bien cette expression. Il y a des tas de domaines. J'ai vu les travaux qui ont été menés par la commission souveraineté qui montrent à quel point le quantum computing, il y a des tas de domaines. Hier j'ai vu un papier de Gilles Babinet sur le cloud. On peut revenir. Il faut qu'on crée l'équivalent, alors ça c'est l'expression Philippe Aghion, d'une DARPA européenne qui permet de mettre 100 milliards. On n'est pas à ça près, hein. 100 milliards pour essayer de sauter cette étape technologique. Le passé et l'actuel, on ne reviendra pas là-dessus, donc c'est pas la peine. On peut essayer de limiter le pouvoir des GAFA, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet, c'est qu'en intelligence artificielle, en cloud, en quantum, etc., on essaye d'utiliser tous nos talents et de sauter cette étape et de se retrouver, j'allais dire, dans la course, dans les années qui viennent. Et là, c'est vraiment, là je le dis aussi pour Geoffroy, c'est vraiment soutien massif j'allais dire, ce que peut faire Breton, qui en a la volonté, qui a le poids, qui a la compétence et qui malheureusement n'a pas de budget. Donc alors vous me direz, il vaut mieux ça que l'inverse, mais c'est pas encore gagné. Voilà. Donc optimisme et le digital, il faut qu'on vienne dans ce dispositif un peu partout. Et en Europe et en France, où on a des tas d'atouts, puisque, comme vous le savez, il y a un domaine où on est très bon, c'est sauter serveur, il y a des tas de domaines où on est très bon. Et voilà. Merci beaucoup, Jean-Hervé Lorenzi. On peut vous applaudir. Et du coup, comme on vous a laissé un petit peu déborder, on va se retrouver dans 1 minute, toujours sur ce live stream, avec Agnès Touraine, rapporteure de la commission 5G en Europe, et Thierry Boinon, président de Nokia France. À tout de suite.